Bienvenue sur Mayenne Amplitude, le podcast qui part à la rencontre de gens passionnés, qui partagent leurs expériences, leurs projets et qui nous font vivre leurs aventures. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Boulinguez et Mathieu Hoffner de l'entreprise MCT basée à Laval. Dans cet épisode, on parle technique avec des serveurs immergés dans de l'huile, mais aussi de vision de service client et de clés pour développer sa boîte. Bonne écoute! Bonjour Mathieu. Bonjour Damien. Nicolas. Aujourd'hui, on est dans les locaux de MCT. Donc MCT, c'est une entreprise qui propose des services d'hébergement dans le cloud, de sauvegarde et aussi de réseau et télécom. On va y revenir un petit peu après. Mais premièrement, j'aimerais, toi Mathieu et toi Nicolas, que vous puissiez vous présenter tous les deux, expliquer un petit peu votre parcours et ce que vous faites, en tout cas votre fonction chez MCT. Bon, je vais commencer du coup, parce que c'est moi qui ai le micro. Si, je t'en prie. Donc Mathieu, effectivement, moi je suis arrivé relativement récemment chez MCT, puisque je suis arrivé en novembre de l'année dernière. J'ai un parcours commercial, on va dire, en informatique, dans différentes entreprises sur le Grand Ouest, à plus ou moins grosse ampleur. Et donc après... quelques discussions avec Nicolas, quelques échanges. On s'est trouvé des concordances, on va dire, et un chemin commun qui pouvait être intéressant. Et donc, je suis arrivé sur la partie chargée de développement pour MCT, sur différents sujets, dont un qui va être la création d'un réseau de revendeurs pour MCT. Donc voilà, je m'occupe maintenant, effectivement, on va dire, de tout ce qui est communication externe pour MCT. Bonjour Damien, Nicolas Boulinguez, du coup dirigeant fondateur de MCT. On a créé la boîte il y a 9 ans maintenant. On a effectivement 3 métiers, tu l'évoquais tout à l'heure, la partie infogérance, la partie hébergement et la partie télécom. On adresse aujourd'hui des entreprises d'une centaine de collaborateurs ou de postes de travail selon comment on se place, avec quasiment systématiquement des entreprises en multisite. Ça s'adresse à toute entreprise qui a des problématiques numériques et digitales, qui a des besoins d'hébergement, qui a des besoins télécom et qui a des besoins d'informatique. En fait, on adresse un spectre très large de services et notre positionnement, c'est en fait de répondre à l'intégralité des problématiques pour éviter que les différents prestataires et intervenants se renvoient la balle quand il y a des problématiques ou des évolutions dans le système d'information. Et donc, l'idée de MCT, toi tu l'as créée, tu l'as dit tout à l'heure, il y a 8 ans. Comment t'en es arrivé à ce niveau-là ? Puisque MCT, le cœur du service, c'est plutôt un service qui est plutôt local. On atteste un peu la position géographique du data center qui est ici, là où on est. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était ton cheminement ? Pourquoi t'en es arrivé à créer cette boîte ? Le cheminement, il était qu'à l'origine, on avait une forte culture et une expertise système d'information. Avec les évolutions du marché des télécoms et la dérégulation, de plus en plus d'entreprises se posaient la question d'externaliser leur système d'information, tout ou partie d'ailleurs du système d'information. Et donc, on a fait le choix en fait de les accompagner au plus près de leurs problématiques, en devenant en fait opérateur agréé auprès de l'ARCEP, en déployant et investissant dans des infrastructures, donc la partie data center, qui est une différence fondamentale par rapport aux entreprises de la place. On est les seuls en fait ici à traiter l'intégralité des chaînes de valeur sans parler de revente, mais vraiment en maîtrise des infrastructures. Donc c'est une vraie différence et c'est un vrai choix stratégique historique. Après, la proximité, effectivement, c'est un enjeu très fort pour nous et on a l'habitude en fait de travailler aux alentours de 200 km de nos points de présence. L'aventure fait qu'aujourd'hui, on intervient de Strasbourg à Biarritz, en passant par Nîmes, Marseille, Saint-Brieuc, on intervient national aujourd'hui et que systématiquement quand on intervient comme ça, c'est non pas pour aller parce qu'on a fait de la démarche, c'est parce qu'on nous a appelés et on s'appuie en fait sur des partenaires de proximité, des techniciens qui font en fait toute la partie premier niveau pour pouvoir adresser la même qualité de service qu'est la nôtre, et nous on garde toute la partie ingénierie et pilotage en fait en centrale. D'accord. Et donc justement dans MCT, vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui ? Aujourd'hui on est une quinzaine. Au niveau partie technique, on est plutôt sur un effectif de combien de personnes ? 14. D'accord. Donc on a principalement des
des techs. Si tu veux, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta vision de service ? La vision de service, c'est plus que le client, même si effectivement on est centré client, parce qu'il n'y a qu'un client, et je le dis beaucoup aux équipes, il n'y a qu'un patron, c'est le client. Et le sujet principal pour nous, c'est l'utilisateur, parce qu'en fait, c'est pas le dirigeant ou c'est pas le décisionnaire qui va signer les contrats avec nous, qui va faire qu'on fera du bon boulot, c'est l'utilisateur qui sera derrière. Et on est vraiment centré utilisateur, et notre différence, elle est peut-être là, c'est qu'effectivement, on adresse en priorité des utilisateurs, et c'est eux notre boussole en fait. Ça marche. Peut-être Mathieu, on parlait tout à l'heure quand tu m'as fait un petit peu la visite des locaux, tu m'as fait voir justement le data center où étaient stockées les données, Oui. Et tu m'as aussi fait voir un truc qui m'a, moi, j'avais regardé un petit peu, je m'étais documenté un peu avant, mais qui m'a bluffé, c'est le fait alors est-ce que tu peux nous expliquer, j'ai peut-être pas les termes, mais un matériel électronique qui est immergé dans de l'huile transparente, oui, c'est ça ? Alors, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as vu, c'est un modèle réduit, on va dire, puisque c'est un modèle de présentation qui est dans un aquarium à poissons, où on a, alors avec des poissons, tu les as vus, il y a des poissons. Ah, j'avais pas fait attention qu'il y a des poissons. Où on a mis effectivement dedans un autre conteneur qui lui contient de l'huile minérale, dans lequel on a inséré effectivement un poste informatique qui tourne et qui nous permet de faire fonctionner différents services. Ça, c'est des choses qu'on est en train de développer effectivement dans un data center en collaboration avec une société qui s'appelle T-Cloud, qu'on porte et qu'on aide à se développer sur Vannes, pour être précis. Ça fait partie de MCT, T-Cloud, ou c'est... On est à 33% actionnaire dedans, donc oui, elle fait partie de MCT, elle fait partie de l'écosystème MCT. C'était une volonté effectivement de continuer dans la proximité avec des entreprises de proximité qu'on accompagne et qu'on puisse développer. Donc là, effectivement, même dès demain, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des tanks à huile qui arrivent demain, effectivement, et qu'on va mettre en action et qu'on va remplir d'huile demain avec derrière des serveurs qui vont arriver dedans. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on pourrait se dire, à quoi ça sert, quoi ? À quoi ça sert ? Tout simplement c'est énergétiquement parlant, on a un gain qui est de 80-90% à peu près par rapport à un data center classique. D'accord. Puisque effectivement, l'huile minérale va nous permettre de ne refroidir que l'élément qui chauffe. Elle va récupérer les calories uniquement là où ils sont, contrairement à un data center classique comme tu as pu voir tout à l'heure, où là on refroidit l'intégralité de l'air du data center. Et donc en termes énergétiques, on n'est pas du tout efficient. Donc là, oui, grosso modo, c'est ça, c'est 80-90% d'économies, avec des économies qui sont autres également, puisqu'on a tout le système de refroidissement qui est inexistant, qui n'est pas... en fait, oui, ce que tu nous as montré tout à l'heure, c'est un flux d'air pour refroidir le data center. C'est ça, exactement. Global, donc on a l'air froid qui pousse vers les équipements et qui du coup se transforme en air chaud, et derrière une extraction de l'air chaud. Donc là, on oublie tout ça. On oublie tout ça et on fait effectivement, on va récupérer les calories uniquement là où ils sont produits, et ça va se refroidir entre guillemets un peu de façon automatique. Alors après, on a un système de frigo qui existe pour amplifier la chose et pour réguler la chose, mais qui est donc vraiment de l'huile, elle est l'utilisation refroidie en fait, c'est ça, non ? Elle se refroidit toute seule entre guillemets. D'accord. Avec l'air ambiant, et puis avec effectivement ce système de frigo. On est sur l'équivalent on est en Mayenne donc on connaît bien, sur l'équivalent d'un tank à lait. C'est le même principe. C'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir du lait dedans, on a de l'huile minérale et qu'on met des serveurs au lieu d'utiliser le lait pour faire du fromage. D'accord. Mais c'est vraiment la même chose. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Est-ce que ça existe déjà quelque part ? Alors oui, il y a des solutions qui sont déjà existantes dans des data centers, mais pas dans des data centers livrés au public, ou en tout cas livrés aux entreprises. C'est existant dans des data centers privés. Il y a un premier data center qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Cool Labs, si je dis pas de bêtises, qui commence à moderniser la chose et à officialiser la chose. Mais on sera réellement le premier data center à fournir ce système éconologique, comme on le dit, aux entreprises privées, effectivement. D'accord.
Les aficionados de la technique, du coup, je pense que ça va les passionner et je pense qu'ils pourront regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Il faut regarder les vidéos surtout, c'est ça qui est impressionnant. Voilà, les vidéos. Ouais, moi, j'ai vu une vidéo où justement, je te disais tout à l'heure, où on immerge carrément vraiment le matériel. C'est sur la chaîne YouTube de MCT, je crois. C'est ça, tout à fait. Et là, c'est clairement impressionnant. Je me suis dit, mais là, il y a un problème, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Donc, c'est très, très intéressant. Peut-être maintenant, si on parle un petit peu de l'aspect organisationnel, voire management. Enfin, il y a beaucoup d'auditeurs de ce podcast qui sont souvent des start-upers ou des gens qui sont peut-être tout seuls ou qui sont deux. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment on arrive au début à créer une entreprise il y a 8 ans et on en arrive aujourd'hui ici, c'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes une quinzaine. Au début, Nicolas, tu as commencé, vous étiez deux. Peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement ? Moi, ce qui m'intéresse, et je pense que ce qui intéresse les auditeurs, ou les poditeurs, comme on les appelle, c'est de savoir comment on s'y prend pour développer sa boîte de 0 à X. Waouh. T'as 10 minutes. Ouais, j'ai 10 minutes. Je n'ai pas de réponse toute faite à ça. Un des éléments de réponse, je pense que c'est le client-centrique. D'accord. C'est que je pense que tu peux pas grandir si t'es pas client-centrique. Et l'obsession du client Bah ouais, quand je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le client qui est le patron. Donc ouais. si t'es pas à vocation de satisfaire ton client, ça se développera pas. Je pense que c'est un des éléments de réponse. Après, il y a une partie expertise et compétence qu'a trouvé ses clients rapidement. Modification du marché aussi, parce qu'il faut être dans le temps du marché, et je pense qu'on est arrivé à un moment qui était opportun pour que les choses puissent se développer. Après ça, les notions de proximité, c'était également un enjeu qui était fort pour nous, et de mettre de l'humain dans la technologie qui est la nôtre, parce que c'est souvent des sujets qui sont très peu digestes pour les clients. Et de mettre de l'humain dans tout ça, ça aide. Donc je pense que c'est également un des éléments du succès. Et puis un élément fondamental, je pense que c'est l'envie, et c'est d'arriver à faire venir tout le monde autour d'un projet, d'une envie commune, pour servir les clients le mieux possible. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu, selon toi, c'est quoi un entrepreneur ? C'est quoi quelqu'un qui justement vit son entreprise un petit peu, je pense, comme tu la vis ? Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu penses qu'il faut avoir des qualités particulières ? Parce qu'on entend, et c'est un peu dans l'air du temps aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent créer leur boîte, qui veulent commencer à monter un projet, mais ils savent pas, ils hésitent. Et toi, c'est quoi ta vision des choses par rapport à ça ? Est-ce que tu dirais un petit peu comme tout le monde, faut se lancer, faut y aller à partir du moment où tu as une idée ? Ou est-ce que tu as peut-être des conseils avisés de ton expérience à donner aux personnes qui nous écoutent ? L'entourage. Le premier sujet, c'est ça. C'est hyper important parce que l'entourage, ça peut pas se faire sans un entourage dans lequel on a confiance, dans lequel il y a des compétences. Donc tu parles d'un entourage professionnel ? D'un entourage. De l'entourage, que ce soit professionnel et que ce soit personnel, les deux sont hyper importants. Il faut avoir une part d'enfantin, une part enfantine peut-être. Ah ouais, un fort degré d'insouciance. Ouais. Inévitablement, parce que quand on fait des choses comme ça, il faut avoir de l'insouciance, sinon c'est pas des choses qui peuvent se développer. Et puis il faut prendre énormément de plaisir dans ce qu'on fait. Ouais. C'est ça, je pense, les sujets principaux, et c'est pas des conseils, c'est l'expérience qui est la mienne. Donc insouciance, l'entourage. Tu parlais un petit peu en amont du timing. Oui. Et ça, on va dire, c'est les 3 mots, de ce que j'ai l'impression qui ressortent vraiment. Donc ça, c'est intéressant. Donc pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut parler un petit peu d'outils et d'organisation ? Donc il y a ici surtout tu parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de tech, beaucoup de techniciens. Est-ce que vous utilisez ici des outils techniques qui vous permettent justement d'être coordonné et d'être efficace dans la réponse aux demandes. Par exemple, au travail, donc, en tant que technicien au niveau du service après-vente, on utilise tout un tas d'outils qui nous permettent justement d'être coordonnés, d'avoir une vision globale de l'ensemble des tickets, etc. Est-ce que vous avez des outils spécifiques ? Est-ce que aussi vous auriez des conseils à donner ou des expériences à partager par rapport à ça ?
Alors naturellement, on a des outils pour tracer toute la partie SAV, comme tu l'évoques, parce qu'on a également nous du SAV. On a des outils d'administration qui sont collaboratifs et partagés au sein de l'équipe avec des niveaux de droit et des niveaux de sécurité appliqués. On est en train d'investir, on a déjà investi pas mal sur la partie outils de gestion métier qui est le RP de la boîte, parce qu'on a un modèle spécifique de nos 3 métiers, donc ça a impliqué des développements spécifiques dans notre outil, et on est encore en train d'engager des dépenses et des évolutions, enfin pour faire des évolutions sur notre outil, et notamment pour être au plus près du client et lui apporter en fait l'intégralité de ses données d'administration, de gestion, tout ce qu'on possède chez nous qui est à lui en fait. Et aujourd'hui on en a beaucoup et on investit fortement dans ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'esprit d'équipe de MCT et de ta manière de voir les choses avec tes collaborateurs, peut-être aussi des relations que tu as avec tes collaborateurs, parce que tu es le boss, tu es le patron, tu es le CEO, mais est-ce que vis-à-vis de tes collaborateurs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu gères le management ? Alors je sais pas si c'est moi qui parlerai le mieux de ça, mais mon positionnement en fait en tant qu'animateur de cette boîte, c'était vraiment de faire en sorte que la boîte soit complètement indépendante de moi. Parce qu'en fait, si jamais tu restes le noyau de la boîte, et ben en fait, t'es tout le temps hyper dépendant et tu peux pas laisser de liberté aux gens. Et je veux tout sauf ça. Donc ça fait... c'est pas depuis le début que je travaille dans ce sens-là, mais ça fait 3-4 ans maintenant où je tente à me détacher au maximum des sujets opérationnels pour que chacun ait la responsabilité qui va bien dans son périmètre, et que ça fasse une émulation autour de tout ça et que les gens soient intrapreneurs des activités qui sont celles de la boîte. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui on a effectivement une ambiance qui est très forte, qui est une ambiance d'équipe, mais j'ai pas de stratégie particulière sur le fait de créer une équipe. C'est qu'au début c'est un projet, c'est une boîte qui a grandi, tu l'as décrit, et je pense que c'est en étant dans l'air du temps et en laissant une confiance totale aux équipes que cet esprit naît. Et après, effectivement, quelques petites activités joviales et ludiques qu'on essaie d'organiser annuellement ou biannuellement. Ouais. En gros, tu peux partir en vacances tranquille, tu sais que la maison est bien gardée et que tout le monde a son poste et ça roule, quoi. Alors, à défaut de l'insouciance de l'enfantin de tout à l'heure, où tu peux partir en vacances tranquilles, je t'avoue que j'ai pas. Ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas pris des vacances et une vraie coupure. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, pendant 10 jours. Hein. C'était pas énorme, mais 6 jours ouvrés. C'était pas beaucoup. Ah oui. Mais pour autant, je suis revenu et les choses se sont très très bien passées. C'était une très très belle expérience et j'étais quasi 100% déconnecté parce que j'avais pas de réseau où j'étais et la boîte a très bien tourné, donc ça va dans le bon sens. Ça, c'est aussi quelque chose que j'entends assez souvent au niveau des entrepreneurs, c'est le fait de pouvoir se déconnecter de sa boîte. Souvent, on est habité, on est passionné par son entreprise et on a du mal un petit peu à couper. On a pas mal avancé, j'ai posé pas mal de questions. Est-ce que, peut-être pour terminer, vous auriez chacun, Mathieu, Nicolas, des recommandations souvent à la fin des podcasts, on parle surtout de recommandations justement d'autres podcasts, des recommandations d'émissions, des recommandations de livres, des recommandations de vidéos. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous partager une ou deux recommandations qui existeraient ? Je te prends un peu au dépourvu, Mathieu, je suis désolé. Mais c'est souvent à la fin des émissions de podcast. En fait, le podcast, c'est avant tout le partage. Et on a souvent tendance voilà, moi, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup d'avoir les retours des personnes. Ça peut être un livre, un film, n'importe quoi. Je peux déjà te recommander. Me recommander. C'est déjà une très bonne recommandation en soi. C'est gentil. Non, un livre ou... Nicolas, peut-être que peut-être pour sauver Mathieu, tu as peut-être une idée. Il est en train de chercher sur son téléphone. C'est les téléphones, c'est le centre de tout. Hein. Mais non, j'ai vu par contre, mais j'ai plus le nom en tête. Il y a un journaliste là qui est en train de tourner là sur la Bretagne. Alors vidéaste pour le coup, qui est en train de faire un road trip en vélo et qui est en train de tourner des petites scènes sur tout ce qui est écologie et économie durable et qui était relativement très intéressant. Faudra que je te retrouve le nom là. Eh ben tu sais quoi, tu me le transmettras tout à l'heure, mais je le mettrai dans les notes de l'épisode. Mais qui était vraiment très très intéressant, effectivement. Nicolas ?
T'as retrouvé ce que tu voulais chercher ? Ouais, j'ai retrouvé. Alors, il y en a un qui m'est venu naturellement à l'esprit. Je sais pas quand est-ce que tu diffuseras, mais c'est un livre sur le LiFi et l'économie bleue également de Gunther Pauli. J'ai appris en fait il y a 3 semaines qu'il débarquait ce week-end à Ecologia, donc je vais être ravi d'aller l'écouter et de voir ce qu'il va présenter en plus de la présentation de Thomas Pesquet. Et un autre qui m'a touché plus particulièrement, qui est un livre, Les 10 commandements de l'entrepreneur, de Bruno Van Rieb. Alors ça, c'est hyper intéressant. Vas-y, tu l'as... Bruno Van Rieb, c'est quelqu'un qui est décédé malheureusement. Il est décédé en début d'année pour un accident à la con. Mais c'est un entrepreneur de talent qui a eu une expérience incroyable de démarrage qui ressemble un petit peu à notre positionnement, mais à l'époque des télécoms, fax. En fait, c'est un des premiers à avoir créé une application pour gérer les fax sur ordinateur. Et il en a fait un business énorme. Un mec génial que j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer il y a 2 ans maintenant, qui m'a dédicacé son livre, avec qui on a partagé et tout ça. Et c'est vraiment un livre à lire et à dévorer, qui sont les 10 commandements de l'entrepreneur de Bruno Van Rieb. Ok, bon bah ça, je pense que ça va plaire. C'est typiquement le genre de choses que moi j'apprécie et je pense que les auditeurs apprécient. Bon, en tout cas, merci beaucoup Nicolas, merci Mathieu d'avoir participé à ce podcast. J'ai vraiment apprécié de pouvoir visiter un petit peu les locaux. J'avais jamais vu vraiment de data center moi-même, et donc on en voit souvent en vidéo, en images, et donc c'est hyper intéressant. Donc merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi Damien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Mayenne Amplitude sur Magellan, la nouvelle plateforme française de podcast disponible depuis quelques semaines.